Ils m'ont dit d'arroser les plantes et de double verrouiller les portes, comme si j'étais une femme de ménage sur laquelle ils pouvaient compter, mais qu'ils ne pouvaient pas emmener. Tu es trop vieille pour les longs vols. Mamie, surveille juste la maison. C'est ce qu'ils ont dit avant de partir dans leur grand van noir, riant des plages grecques et des fruits de mer frais. Ils n'ont pas vu mon visage quand ils sont partis. Je n'ai rien dit, juste fait un signe de la main. Mais le lendemain matin, j'ai trouvé leur billet d'avion dans ma boîte aux lettres, encore dans l'enveloppe de l'agence de voyage, non timbrés. Je les ai fixés pendant une minute entière, comme si c'était le problème de quelqu'un d'autre. Départ dans 3 jours. Athènes. 2 adultes. 2 enfants. Siègent ensemble. Mon nom nulle part. Bien sûr, ils n'y étaient pas. Je les ai pris à l'intérieur, posés sur la table de la cuisine, et fait du thé. C'est ce qu'on fait à mon âge quand quelque chose vous frappe en pleine poitrine. On fait du thé, et on attend que les mains cessent de trembler. Mais elles ne l'ont pas fait. Elles ont tremblé quand j'ai atteint mon vieux carnet d'adresses. Quand j'ai trouvé le numéro de l'agence, je voudrais annuler ces billets. Ai-je dit? La fille à l'autre bout semblait surprise. Puis-je demander pourquoi? Madame. Non. Ai-je dit? Annulez-les juste. Il y a eu un silence, puis impoli, presque craintif. Bien sûr, j'ai noté le numéro de confirmation. Puis j'ai fait une autre tasse de thé. Me suis assise dans le fauteuil où je berçais autrefois mon fils pour l'endormir, et regardé autour du salon. La photo de mon mari Paul était toujours sur le manteau de la cheminée. Encore jeune, encore souriante. Il était décédé il y a 20 ans. S'il était là, il n'aurait pas laissé cela arriver. J'ai été bien des choses dans cette maison. Une épouse, une infirmière, une secrétaire, une cuisinière, une réparatrice de jouets cassés et de cœurs brisés. Et cette dernière décennie, Juste mamie, pas Hélène, pas maman. Une présence en arrière-plan, muette et obéissante. Il pensait que je resterais tranquillement assise à attendre des nouvelles, des photos de ciel bleu envoyées sur le chat familial. Des messages, comme « Tu nous manques, j'aimerais que tu sois là », sachant très bien qu'il n'avait jamais eu l'intention de m'emmener. J'ai regardé les billets annulés à nouveau. Puis j'ai ouvert le tiroir où je garde mon passeport. Il était encore valide. J'avais un peu plus de 12 € sur mon compte d'épargne. Quelques milliers de plus en obligations. Pas de dette, personne ne dépendant de moi. Plus maintenant. J'ai réservé un vol. Athènes. Un siège, côté couloir. Ensuite, j'ai appelé ma voisine Carole et demandé si elle arroserait les plantes. Bien sûr, ma chérie. Tu vas quelque part? A-t-elle demandé. Juste un petit voyage. Ai-je dit? J'ai fait une petite valise. Des chaussures confortables. Ma meilleure écharpe. Et cette robe bleu marine que je n'avais pas portée depuis les funérailles de Paul, pas à cause de la tristesse, mais parce qu'elle me donnait l'air vive. Et j'avais oublié comment porter quelque chose qui me faisait sentir ainsi. La veille de mon vol, je me suis assise sur le porche. La rue était calme. Un vent doux jouait avec le lierre. J'ai pensé à ce qu'ils diraient quand ils réaliseraient. Peut-être qu'ils appelleraient. Peut-être pas. Je m'en fichais. Pour une fois, je ne restais pas en arrière. Le matin est venu doucement. J'ai verrouillé la porte, laissé une note pour Carole, et descendu les marches lentement. Mais avec détermination, je n'ai pas regardé en arrière. L'agent de la porte a jeté un œil à mon passeport, puis à moi, et sourit de cette manière répétée que font les jeunes, quand ils voient une personne âgée voyager seule. Bon vol, madame. Hein? Je n'ai pas répondu. J'ai juste continué. Une main serrant la poignée de ma valise. L'autre tenant ma carte d'embarquement comme un bouclier. Je n'avais pas volé depuis près de 30 ans. L'aéroport semblait bruyant, métallique, tout en verre et annonces et gens aux vies emmêlées. Mais je m'y suis déplacé comme si j'y appartenais. Car prétendre qu'on appartient, c'est la moitié de la bataille. C'est quelque chose qu'on apprend quand on a été discrètement invisible trop longtemps. Dans l'avion, j'ai pris mon siège côté couloir. Resté immobile, pendant que d'autres rangeaient leurs sacs dans les compartiments supérieurs, le siège à côté de moi est resté vide jusqu'au dernier moment. Puis, un jeune homme, la trentaine, Alliance, yeux calmes, s'y est laissé tomber avec un soupir. Long voyage, a-t-il demandé alors que nous roulions. Assez long, ai-je dit.
Il a souri, puis m'a laissé seul. Ce que j'ai apprécié. J'ai dormi la plupart du vol. Le genre de sommeil pas profond mais nécessaire. Celui qui empêche le chagrin de se transformer en rage. Quand je me suis réveillé, nous survolions la Méditerranée. J'ai regardé par la fenêtre, un bleu sans fin. C'est à ce moment que j'ai réalisé que je l'avais vraiment fait. Je n'étais pas là pour faire du tourisme. Je n'étais pas là pour des photos. J'étais là parce qu'il m'avait dit de ne pas venir. À l'aéroport d'Athènes, j'ai avancé plus lentement. La chaleur était différente, même à l'intérieur. J'ai pris un taxi jusqu'à une petite pension modeste dans une rue latérale, Rinde chic, mais propre. La femme à la réception parlait anglais, et m'a appelé madame, comme si ça signifiait encore quelque chose. Une fois dans la chambre, j'ai posé ma valise près du mur, et me suis assise sur le bord du lit. Je n'ai pas pleuré, j'ai juste fixé le sol carrelé longtemps. Le chagrin ne ressemble pas toujours à des larmes. Parfois c'est juste rester immobile. Penser à tous les anniversaires et fêtes, où l'on a souri en étant indésiré. J'ai passé cette soirée à marcher, pas loin. Juste quelques pâtés de maison. Trouver une petite boulangerie. Commander du pain et des olives. Le serveur était gentil. Ne m'a pas pressé. J'ai mangé lentement sans regarder mon téléphone une seule fois. De toute façon, personne n'attendait de mes nouvelles. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt. La lumière ici était différente. Plus douce. J'ai ouvert les volets et les laissé entrer. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai mis du rouge à lèvres. Juste un peu. La teinte que je portais avant que tout dans la vie ne devienne beige et apologétique. J'ai demandé à la réception des recommandations. Pas des lieux touristiques. Quelque part de calme. Ai-je dit. La jeune femme a noté quelque chose. Essa es anafioteca. A-t-elle dit. C'est vieux, très paisible. Alors j'y suis allé. Maison blanche. Ruelle sinueuse. Chat dormant dans les entrées. Fleurs. Et peau ébréchée. Tout était lent et obstinément beau. J'ai marché jusqu'à ce que mes pieds me fassent mal. Puis je me suis assise sur un banc en pierre, et juste existé pendant que de jeunes couples passaient, heureux du soleil et bruyants. Personne ne m'a fixé. Personne ne m'a dit que j'étais trop vieille. Personne ne m'a dit de juste surveiller la maison. J'ai pensé à ma petite fille, Amélia, 16 ans, toujours à m'envoyer des filtres et des photos avec la langue tirée. Je me suis demandé ce qu'elle dirait si elle me voyait ici. Probablement rire. Être levé les yeux au ciel. Jij atteint mon sac. Et sorti une carte postale que j'avais achetée plus tôt. Je n'avais pas prévu d'écrire, mais mes doigts ont bougé d'eux-mêmes. Chère Amélie, devine où je suis. Grèce. La mer est plus bleue que tu ne peux l'imaginer. J'espère que tu vas bien. Amour. Mamie. Je n'ai pas écrit à mon fils ou à sa femme. Ils n'avaient pas besoin de savoir. La poste était près d'un café. J'y ai déposé la carte, puis commandé un café, lentement, comme ma mère le faisait le matin quand tout était calme. Ce soir-là, de retour dans ma chambre, j'ai remarqué que je fredonnais une vieille mélodie, celle que Paul chantait en se rasant. Je n'y avais pas pensé depuis des années. Je n'étais pas jeune, pas particulièrement courageuse, mais j'étais enfin quelque part où je voulais être. Ça comptait pour quelque chose. Je n'avais pas prévu de rencontrer quelqu'un. Ce n'était pas le but. Mais la vie a son propre sens du timing. Et elle vous consulte rarement avant de mettre quelque chose en mouvement. C'est arrivé au petit déjeuner, 2 jours après mon arrivée à Athènes. J'étais à la petite table près de la fenêtre, sirotant un café, et beurrant un toast avec plus de soin que nécessaire. En face de moi à la table d'à côté était assise une femme de mon âge. Cheveux argentés, relevés en un chignon sans chichi. Yeux vifs malgré les lunettes en demi-lune perchées bas sur son nez. Tu mets trop de beurre. A-t-elle dit, pas méchamment. J'ai levé les yeux, légèrement amusé. Mieux que trop peu. Elle a hoché la tête. Juste. C'était le début. Elle s'appelait Rosalie. Une directrice d'école à la retraite de Lyon, voyageant seule comme moi. Veuve. A-t-elle ajouté nonchalamment. Comme si c'était juste un autre tampon dans son passeport. Elle avait cette confiance sèche, pétillante, que certaines femmes portent comme un bon parfum. Pas envahissant, juste discrètement présent. Nous avons commencé à marcher ensemble, pas loin. Juste des promenades matinales dans les rues plus calmes. J'aimais la façon dont elle remarquait les choses.
pas les monuments de cartes postales, mais les détails que tout le monde passait à côté. Un volet cassé peint en lilas. Un chien endormi près d'une statue. Elle n'essayait pas de capturer quoi que ce soit pour les réseaux sociaux. Elle regardait, vraiment regardait. À midi, nous nous sommes assises sous une terrasse couverte de vignes, sirotant un vin blanc frais. Elle parlait de ses élèves, les fauteurs de troubles qu'elle aimait secrètement le plus. Je lui ai parlé de mon jardin chez moi. Comment les tomates ne coopéraient jamais, peu importe la douceur avec laquelle je leur parlais. Et ta famille? A-t-elle demandé? J'ai marqué une pause. Ils font bien, ai-je dit. Il pensait juste que j'étais trop vieille pour voyager. Ses yeux se sont légèrement plissés. Ils t'ont dit ça? J'ai hoché la tête. Elle n'a pas réagi de manière dramatique. Juste siroté son vin. Tu es là? A-t-elle dit? Donc, ils avaient tort. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée allongée à fixer le plafond, pensant à toutes les années où je suis restée dans ma voie. Les fêtes d'anniversaire que j'ai cuisinées, mais jamais savourées. Les voyages que j'ai financés, mais auxquels je n'étais pas invitée. Combien de fois je me suis dit, ils sont juste occupés, ou, on a besoin de toi ici. Mais je n'étais pas nécessaire. Pas vraiment. Pas au-delà des soins, de la préparation des repas, de la présence fiable. Le lendemain matin, Rosalie a frappé à ma porte. Elle avait une carte pliée sous le bras, et une lueur dans l'œil. Florence, a-t-elle dit, ce n'est pas loin. J'ai toujours voulu voir l'Uffizi. Toi. J'ai hésité. Pourquoi y passe? Ai-je dit. Nous avons réservé des billets de train cet après-midi-là. Deux femmes de plus de 70 ans, achetant des sièges allées simples comme des étudiantes en vacances d'été. Nous en avons ri au dîner, bien que quelque chose en moi se sentait encore tendu, comme un vieux muscle pas habitué à bouger. Ce soir-là, j'ai reçu un message de ma belle-fille. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis des semaines. As-tu vérifié le jardin? Le système d'arrosage a été bizarre ces derniers temps. Pas de « Comment vas-tu ?» Pas de « Où es-tu ?» Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai fait mes bagages. Plié la robe bleu marine avec soin. Enveloppé les perles. Roulé mes chaussures dans un sac plastique. Vieilles habitudes de voyage pratique. Je me suis déplacé lentement. Pas à cause de l'âge, mais pour savourer. Dans un coin de ma chambre se trouvait un petit vase de marguerites fraîches. Un cadeau de Rosalie. Parce que tu ressembles à quelqu'un qui apprécie les fleurs sans avoir besoin d'une raison. Elle n'avait pas tort. Cette nuit-là, j'ai mis le téléphone dans un tiroir. Et l'ai éteint. Pas de ping, pas d'alerte. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas comme quelqu'un, attendant d'être inclus. Je me sentais comme quelqu'un, avançant un pas à la fois. Le train pour Florence partait juste après 9. Nous nous sommes assises côte à côte dans un wagon calme, nos sacs rangés au-dessus de nous, un sac en papier de croissant entre nous. Rosalie lisait un roman policier en français. Je regardais par la fenêtre. La campagne défilait, douce et dorée, cousue de vignobles et de villages endormis. Ça ressemblait à une peinture que mon mari avait achetée un jour dans un marché aux puces. Cadre bon marché, mais magnifique à l'intérieur. Il disait que ça lui rappelait des endroits où il n'était jamais allé. Je n'avais jamais pensé que je le verrais moi-même. Nous n'avons pas beaucoup parlé. C'était le confort de Rosalie. Elle n'avait pas besoin de remplir le silence. Ne pressait pas avec des questions. Quand le train a doucement basculé dans un virage, elle a levé les yeux de son livre et m'a offert le dernier croissant sans un mot. Yellow Prius. Et sourit. C'était assez. Florence nous a accueillis avec un air chaud et des rues étroites. Notre hôtel était vieux et plein de charme, le genre d'endroit où l'ascenseur grinçait, et les clés étaient en laiton lourd avec des porte-clés en cuir. Notre chambre avait un petit balcon, qui donnait sur des toits rouges et des cordes à linge tendues entre les bâtiments. Je veux voir Botticelli, a dit Rosalie, posant son sac sur le lit. Et peut être quelque chose de ridicule et cher que je ne porterai jamais. Nous avons fait les deux. L'Uffizi était bondé mais en valait la peine. Debout devant la naissance de Vénus, j'ai senti quelque chose se relâcher en moi. Pas de l'émerveillement exactement, plus de la reconnaissance. Ce sentiment que la beauté n'est pas toujours bruyante. Parfois elle est calme, inévitable, et vous ne réalisez pas qu'elle vous touche jusqu'à ce que vous sentiez votre gorge se serrer.
Nous avons marché des heures après, nous arrêtant dans un café, où le serveur flirtait avec Rosalie. Et elle flirtait en retour. Elle avait une manière de faire ça, de se sentir jeune sans prétendre l'être. Je l'enviais. Ce soir-là, nous avons mangé dans un petit endroit du côté ancien de l'Arnaud, loin de la foule. Pâte au beurre et à la sauge. Vin rouge dans des verres courts. Rire qui venait plus facilement que d'habitude. Tu es différente maintenant, a dit Rosalie doucement. Comment ça? Tu te tiens plus droite? Moins pliée. Ah, je ne savais pas comment répondre. Alors j'ai juste hoché la tête. Plus tard, de retour dans la chambre, j'ai vérifié mon téléphone par habitude. 24 appels manqués. 14 de ma belle-fille. Le reste de mon fils. Je n'ai pas écouté les messages vocaux. Juste fait défiler les messages. Où est-ce? Vas-tu bien? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Puis un mémo vocal. La voix de mon fils, fatiguée et sèche. Maman, s'il te plaît appelle-nous. Les enfants sont bouleversés. Nous pensions que tu serais à la maison. J'ai fixé l'écran, essayant de ressentir quelque chose. Colère, tristesse, culpabilité. Mais ce que j'ai ressenti était de la distance, pas de la cruauté, juste de l'espace, assez pour respirer. Le lendemain, Rosalie a dormi tard. J'ai erré dans une partie calme de la ville, suivant mon nez plutôt qu'une carte. Trouver une boutique avec des jupes en lin et des boucles d'oreilles en argent. N'ai rien acheté, mais essayé les deux. L'après-midi, nous avons pris le bus pour Fiesole. En haut de la colline loin du bruit, nous nous sommes assis sous des arbres et regardé la ville d'en haut. Ça, ai-je dit, sans parler précisément de la vue. Ça manquait. Rosalie a hoché la tête comme si elle comprenait ce que je voulais dire. De retour, un autre message. Encore mon fil. Maman, as-tu annulé nos vacances exprès? Nous sommes arrivés à l'aéroport et, peu importe, s'il te plaît appelle, nous sommes inquiètes. J'ai éteint le téléphone. Ce soir-là, en rentrant à l'hôtel, Rosalie a dit, alors, où ensuite? J'ai pensé un moment. Lisbonne. Ai-je dit, j'ai toujours voulu entendre du fado en direct. Elle a souri. Allons-y. Alors? Lisbonne nous a accueillis comme une vieille amie. Chaude. Un peu échevelée. Et pleine de musique, qu'on n'a pas besoin de comprendre pour ressentir. Les trottoirs scintillaient de la pluie de la veille. Et même l'air semblait vibrer d'une défiance discrète, comme si la ville savait quelque chose que le reste du monde avait oublié. Nous sommes restés dans une maison d'hôte avec des volets bleus et des murs carrelés. Notre chambre avait un petit balcon donnant sur une place où des enfants tapaient dans un ballon entre des bancs rouillés. Je suis resté là longtemps ce premier soir, regardant le soleil glisser derrière les toits, écoutant les voix en bas, portugais doux, rapide, qui semblait comme un vent dans les feuilles. Rosalie ne se sentait pas bien ce jour-là. Rien de grave. Juste une légère fièvre et des articulations douloureuses. Ce n'est rien, m'a-t-elle repoussé. J'ai au pire. Sours, vois la ville, mais je ne l'ai pas fait. Je lui ai apporté du thé à la place, assise près de son lit, lisant à voix haute un livre que nous avions pris à Florence. Un après-midi lent, calme. Elle s'est endormie à mi-paragraphe. Son visage plus paisible que je ne l'avais vu depuis des jours, ça m'a rappelé mon mari à l'hôpital. La respiration calme. Les petits gestes de soin, dont personne n'écrit des poèmes, mais qui comptent plus que tout. J'ai réalisé quelque chose alors, j'avais passé toute ma vie à m'occuper des autres. Infants, petits enfants, Paul, même le chien, Maïssa, assise au chevet de Rosalie, versant du thé, vérifiant sa température. Ça ne semblait pas une obligation, ça semblait un choix. Cette nuit-là, j'ai cuisiné pour nous, rien de sophistiqué. Oifs, pain, tomates achetées à un vendeur du coin qui souriait comme si nous étions de vieilles connaissances. Nous avons mangé sur le balcon, enveloppés dans des châles. Rosalie allait mieux, sa couleur revenue, sa voix plus forte. Merci, a-t-elle dit, après avoir fini de manger, pour les œufs, pour ne pas être partie. Je ne savais pas quoi dire. Alors j'ai juste hoché la tête, et pris une autre gorgée de thé. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son du fado, cette musique envoûtante, mélancolique, qui semble venir de quelque chose de plus ancien que la tristesse elle-même. Un homme jouait sur la place en bas,
Sa voix craquait par endroits, mais ça n'avait pas d'importance. La chanson m'a atteinte quand même. Je me suis tenue sur le balcon, pieds-nos, bras croisés contre le froid matinal, et laissé la musique s'installer dans mes os. Quand Rosalie était prête à sortir, la ville s'était pleinement réveillée. Nous avons marché lentement, elle encore en convalescence, moi perdu dans mes pensées. Nous sommes passés devant une église. Ses portes grandes ouvertes, l'encens s'échappant dans la rue. Je n'y suis pas entré. J'ai juste regardé une femme allumer une bougie, s'agenouiller, et presser ses paumes ensemble comme si elle tenait quelque chose de fragile entre elles. De retour à la maison d'hôte, j'ai allumé mon téléphone. 5 nouveaux messages. Encore ma belle-fille. Ce n'est pas drôle. Hélène. Et puis, nous ne savons pas quoi dire aux enfants. Et de mon fils. Tu as fait ton point. L'avais-je? Je n'étais même pas sûr de quel point il pensait que je faisais. Je n'avais pas dit un mot depuis qu'il m'avait laissé derrière. Rosalie m'a regardé lire les messages. Elle n'a pas demandé. Juste versé du thé. Et m'a tendu la tasse. Cette nuit-là, nous avons trouvé un bar à fadonicher entre 2 ruelles de lessive. Pas de menu, pas de touristes. Juste des locaux, des verres qui s'entrechoquent. Et une femme avec une voix qui semblait de la soie rouillée. Elle chantait le désir. Être laissé derrière, serrait les verres. Je suis resté là, yeux fermés, cœur étrangement immobile. Elle ne chantait pas pour moi, mais je comprenais chaque mot. La lettre est arrivée pliée en 3, glissée sous la porte de notre maison d'hôte pendant la nuit. Pas de timbre, pas d'enveloppe, juste mon nom écrit d'une main hâtive, familière. Je l'ai su avant de la ramasser. Mon fil. Je me suis assise sur le bord du lit, la lettre non ouverte sur mes genoux, pendant que Rosalie s'affairait avec son écharpe devant le miroir. Elle n'a pas demandé à son sujet. Elle l'avait vu aussi, comme on voit un bleu se former sur la peau de quelqu'un d'autre. Visible mais pas à toucher. J'ai déplié la lettre soigneusement. Elle n'était pas longue. 3 paragraphes courts écrits avec la même courtoisie froide qu'il utilisait pour remplir des formulaires. Maman, nous ne comprenons pas ce que tu fais. Les enfants sont confus. Amélie a pleuré. Nous pensions que tu étais juste contrariée, mais ça, c'est autre chose. Si tu essaies de nous punir, tu as fait ton point. Rentre à la maison. Parlons, s'il te plaît, David. C'était tout. Pas de « je suis désolé », pas de reconnaissance qu'ils m'avaient exclu du voyage qu'ils avaient planifié si facilement et sans y réfléchir à 2 fois. Juste une inquiétude pour l'image que donnait mon absence. Comme si elle les embarrassait plus que leur rejet ne m'avait blessé. J'ai replié la lettre, l'ai placée dans le tiroir à côté de mon lit, et me suis levée. Rosalie s'est tournée vers moi. Alors, petit déjeuner ou juste deuil de la faible calligraphie des fils décevants. Jairi, ça m'a surprise. Nous avons mangé dans la cour, la lumière filtrée par les vignes au-dessus, et l'odeur de pain sucré et de café fort adoucissait le matin. Rosalie parlait des lignes de tramway locales. Comment elle voulait visiter le musée du carrelage. J'ai hoché la tête, mais mes pensées étaient encore avec la lettre, et le silence qui avait suivi mon absence de leur vie. La vérité était que je n'étais pas parti pour punir qui que ce soit. J'étais parti parce que j'en avais fini de demander une place à une table qui rétrécissait chaque année. Les anniversaires étaient devenus des textos. Les fêtes étaient trop occupées cette année. Être l'année prochaine. Et maintenant même les vacances, les joyeuses, les familiales, venaient avec la compréhension discrète que je n'étais plus incluse. Je n'avais pas cessé d'être une mère ou une grand-mère. Ils avaient simplement cessé de me voir. Plus tard ce jour-là, je me suis assise seule sur un mur de pierre près de la rivière. Les bateaux dérivaient lentement. Les pigeons se disputaient des miettes à mes pieds. Mes mains reposaient sur mes genoux, immobiles comme l'eau. J'ai pensé à Amélie. 16 ans, tous yeux brillants et trop d'eyeliner. La dernière fois que nous avions parlé, elle m'avait demandé comment frire un œuf. Elle m'appelait la chuchoteuse de. Elle ne savait pas pour les billets, ne savait pas que j'avais annulé tout le voyage. Elle pensait probablement qu'ils avaient oublié de m'inviter ou que j'avais dit non. J'ai atteint mon téléphone et tapé un message. Ma chérie, je vais bien. Je voyage, pas en colère, pas caché. Juste besoin d'un peu de ciel, ne t'inquiète pas, je t'aime. J'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir me raviser.
Rosalie m'a trouvé là une demi-heure plus tard, portant 2 petits sacs en papier, pastilles de nata. A-t-elle dit? Tu ne peux pas quitter Lisbonne sans essayer ça. Nous avons mangé en silence, regardant les ombres s'allonger. Ce soir-là, le gérant de la maison d'hôte nous a approchés avec un air perplexe. Madame Hélène, a-t-elle dit? Votre belle-fille a appelé. Elle est inquiète. Elle m'a demandé de vous dire. Les enfants vous manquent. J'ai hoché la tête. Merci. Il a hésité. Voulez-vous la rappeler? Non. Il semblait incertain. Puis s'est éloigné. J'ai dormi profondément cette nuit-là. Le genre de sommeil qu'on a quand on cesse d'attendre d'être nécessaire. Et qu'on commence à choisir d'être entier. Le matin, Rosalie m'a montré 2 horaires de train. Un pour Madrid. Un pour Séville. À toi de choisir, a-t-elle dit. J'ai regardé par la fenêtre. Le ciel était sans nuages. La rue en bas sentait les châtaignes grillées et les freins de bus. La vie dans sa forme non polie. Séville, ai-je dit, voyons ce qu'il disait que j'étais trop vieille pour faire. Oh, Séville était comme du feu dans les os. Pas seulement à cause de la chaleur, bien qu'elle pesait sur nous comme une main chaude, mais à cause de la vie qui pulsait dans chaque ruelle, chaque fenêtre, chaque voie nocturne, résonnant à travers les rues de pierre. Ce n'était pas une ville qui demandait la permission d'être vue, elle était audacieuse, fière, sans excuse. Nous sommes arrivés en fin d'après-midi. Notre hôtel était niché entre une boulangerie et une petite boutique de chaussures qui sentait le cuir et la poussière. La chambre était modeste, mais le balcon donnait sur une cour avec des orangers, leur parfum se mêlant au bourdonnement lointain d'une guitare flamenco. Rosalie a jeté un œil autour, et déclaré « Cet endroit exige des boucles d'oreilles ». Elle a disparu dans la salle de bain, et en est sortie quelques minutes plus tard avec des boucles d'oreilles en argent qui dansaient quand elle bougeait la tête. Je n'en avais pas pour rivaliser, mais j'ai relevé mes cheveux, et mis du rouge à lèvres. Le même tube que j'avais trouvé au fond de mon sac à Athènes, il était presque vide maintenant. Et pour la première fois depuis des années, j'ai envisagé d'en acheter un autre. Ce soir-là, nous sommes sortis sans plan. Les rues étaient vivantes, pas de la manière bruyante des touristes, mais de la manière dont les vieilles villes respirent après le coucher du soleil. Nous avons suivi le son des applaudissements, et atterri dans un restaurant de cour où un petit groupe jouait du flamenco. Pas pour des pourboires, pas pour des caméras, mais les uns pour les autres. Une femme dansait, son visage ni souriant, ni posé, juste plein de quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. La présence, comme si elle existait entièrement dans cet instant pour elle-même sans excuse. Je ne pouvais pas arrêter de la regarder. Rosalie s'est penchée, a murmuré. Elle est plus âgée que nous. J'ai regardé de plus près. Elle avait au moins la mi-soixantaine. Ses pieds frappaient le sol avec la force d'une promesse. La foule a applaudi. Je ne l'ai pas fait. J'ai juste regardé. Le cœur soudain trop plein. Le lendemain, nous avons visité l'Alcazar. Ces murs racontaient des histoires en carreaux et arches. J'ai pensé à toutes les histoires que j'avais enfermées en moi. Des années d'endurance discrète, de refoulement de la déception pour faire place au devoir. J'ai parcouru ces jardins, comme si j'y appartenais. Personne ne m'a arrêté. Personne ne m'a appelé ma chère ou offert de prendre mon bras comme si j'étais fragile. Et pour une fois, je ne me sentais pas fragile. Cet après-midi-là, nous nous sommes assises dans un café sous un auvent rayé. Rosalie sirotait une limonade, et lisait les nouvelles sur sa tablette. Je regardais les gens passer. C'est alors que j'ai vu la famille. 4 d'entre eux, 2 parents, 2 adolescents. Le père semblait fatigué. La mère marchait légèrement devant, téléphone en main. La fille avait des écouteurs. Le garçon portait un petit sac plastique. Ça aurait dû être anodin, mais la coupe de cheveux de la femme n'était blonde, trop familière. Mon souffle s'est arrêté. Ce n'était pas elle. Bien sûr que non, mais une seconde. J'ai vu la silhouette de ma belle-fille dans cette étrangère. Et ma poitrine s'est serrée. Pas de douleur, mais de quelque chose que je ne pouvais nommer. Ça a passé. De retour à l'hôtel, j'ai trouvé un message d'Amélie. Mamie, où est-ce maintenant? Ta photo de Lisbonne était incroyable. Je l'ai montrée à mon prof d'art. Elle a dit que tu avais un très bon œil. Puis-je t'appeler bientôt? J'ai souri.
puis fronçait les sourcils. Je ne lui avais pas envoyé de photos. Rosalie. Bien sûr. J'ai ouvert la galerie de mon téléphone. La voilà. Moi sur le balcon à Lisbonne. Un bras reposant sur la rambarde en fer. Regardant la rue. Je ne me souvenais pas qu'elle l'avait prise. Je ne me souvenais même pas d'être resté immobile ainsi. Mais j'étais là. Pas en posant. Pas en m'excusant. Juste inexistant. J'ai répondu. C'est vil maintenant. C'est chaud et obstiné et plein de bruit magnifique. Je t'appellerai demain. Tu adoreras ici. Cette nuit-là, je me suis allongé et pensé à tous les endroits où je n'étais jamais allé parce que quelqu'un devait rester derrière et tout tenir ensemble. Les fois où j'avais dit « Allez-y, je vais bien », même quand ce n'était pas le cas. Les vacances que j'avais payées, mais auxquelles je n'étais pas invité. Les mariages que j'avais aidé à planifier, mais où je m'asseyais au bord. Me voilà à Séville dans une chemise de nuit, en coton doux acheté à un vendeur de rue, qui m'a appelé « Señora Valiante ». La dame courageuse. J'ai fermé les yeux, et laissé la musique d'une radio lointaine flotter par la fenêtre. Dimaine. Je danserai, pas pour quelqu'un, juste pour me rappeler que je pouvais. Ça a commencé avec un appel que je n'ai pas répondu, puis un autre et encore un autre. À la mi-journée, l'écran s'est rallumé. David. Manfields. Même nom. Même numéro. Même silence. Quand je l'ai laissé sonner. Il y avait eu 26 appels en 2 jours. Un message vocal après l'autre, je n'en ai écouté aucun. Je n'étais plus en colère. Juste fini de demander à être entendu. Rosalie était déjà habillée quand je suis sorti de la salle de bain. Elle portait un chapeau de paille à large bord, et une robe en lin qui flottait derrière elle quand elle bougeait. Il y a un marché près de la rivière, a-t-elle dit, et j'ai envie de marchander. Nous y sommes allés lentement, mes sandales raclant contre les vieilles pierres. Le soleil léchant l'arrière de mon cou comme un enfant espiègle. Le marché était vivant, pas poli, pas organisé, réel. Des hommes criant des prix, des femmes riant, des enfants se faufilant entre les étals, avec des doigts collants. J'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine. Un fil tiré d'un nœud que je ne savais pas que je portais. J'ai acheté une écharpe, jaune, brillante comme des soucis. Ce n'était pas une couleur que je portais habituellement, mais elle attrapait la lumière comme si elle appartenait à ma vie. Pendant que Rosalie négociait pour un panier, je me suis assise sous un parasol délavé avec une boisson froide, et vérifié mes messages. Je ne sais pas pourquoi. Peut être l'habitude, peut être l'espoir. Il y avait un mémo vocal, pas de David cette fois, dans mes liens. Sa voix était douce, incertaine. Mamie, je ne sais pas si tu entendras ça, mais je voulais juste dire que tu me manques. Maman et papa paniquent un peu. Ils pensent que tu essaies de prouver quelque chose, mais je ne pense pas. Je pense que tu en avais juste marre d'être laissé derrière. Je l'aurais été aussi. Bref, j'espère que tu vas bien. Tu sembles heureuse sur cette photo. Je ne t'ai jamais vue comme ça. Appelle-moi. D'accord. Même si c'est juste pour 1 minute, je l'ai écouté 2 fois. Puis encore, cette dernière phrase a fissuré quelque chose. Même si c'est juste pour 1 minute, je suis rentré à l'hôtel seul pendant que Rosalie cherchait des olives. Je me suis assise sur le bord du lit avec l'écharpe jaune sur mes genoux. Puis j'ai pris le téléphone et appelé. Amélie a répondu à la 2e sonnerie. Mamie. Sa voix vacillait. J'entendais du bruit de fond, une bouilloire bouillonnant, des pas sur du carrelage. Je suis là, ma chérie. Mon Dieu, le téléphone a bougé. Une porte s'est fermée. Puis le calme. Je commençais à penser que tu étais devenu complètement hors la loi. A-t-elle dit, sa voix tremblant légèrement. Passe hors la loi. Ai-je dit, juste trouver quelque chose que j'avais oublié avoir perdu. Quoi? Moi-même, I guessed, elle laissait tuer un moment. Je comprends. A-t-elle dit doucement. Je pense que je comprends mieux que maman et papa. Je l'ai cru. Nous avons parlé pendant 15 minutes de l'école, de ses dessins, d'un garçon qu'elle aimait, mais qui ne l'aimait pas en retour. Des choses normales, précieuses. Puis elle a demandé prudemment. Vas-tu rentrer bientôt? Je ne sais pas encore. Ai-je dit honnêtement. Puis-je te voir quand tu le feras? Bien sûr, ma petite. Nous avons raccroché. Je me sentais plus légère. Pas parce que tout était réparé,
mais parce que quelque chose de vrai était passé entre nous. Et la vérité, la vraie vérité, clarifie toujours l'air. Rosalie est revenue avec un air triomphant, et un sac en papier plein d'olives. Victoire, a-t-elle déclaré, nous les avons mangées sur le balcon. Le coucher de soleil embrasait le ciel en rouge. Je pense qu'il commence à comprendre, ai-je dit après un moment. Qu'est ma famille? Elle a mâché lentement, puis hoché la tête. Il était temps, je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Pas d'agitation, de quelque chose de plus profond. Un changement, un nouveau poids, pas lourd. Muy solida. Comme enfin trouver le sol sous ses pieds, après avoir dérivé trop longtemps. Le matin, j'ai mis l'écharpe jaune, sans raison, juste parce que je pouvais. Lisbonne avait été douce et douloureuse. Florence, gracieuse et lente. Mais Séville m'avait donné chaleur et tonnerre, secoué une partie de moi que je ne réalisais pas encore emprisonnée dans des excuses. Et maintenant, avec mon écharpe nouée proprement à mon cou, et mon billet en main, nous avons pris le train pour Grenade. Rosalie fredonnait. Elle ne fredonnait jamais le matin. Quelle occasion? Ai-je demandé. Elle a haussé un sourcil. On va voir l'Alhambra. Je fredonne pour l'architecture. J'ai souri, croisé les mains sur mes genoux, et regardé la campagne défiler. Grenade était plus calme que prévu, pas silencieuse, juste respectueuse, comme si la ville savait ce qu'elle contenait, et n'avait pas besoin de le crier. Les rues étaient étroites, comme des murmures passés entre les bâtiments. L'air portait l'odeur des oranges et de la pierre. Nous nous sommes enregistrés dans une petite auberge tenue par un homme qui ressemblait à l'oncle fatigué de quelqu'un. Notre chambre avait une vue sur des toits et des cordes à linge, le genre de vue qui dit la vérité. Pas organisée, pas polie, réelle. Ce soir-là, je me suis assis seul sur la terrasse pendant que Rosalie faisait une sieste. J'ai fait défiler mes messages, pas pour voir ce qu'ils disaient, mais pour me rappeler que je pouvais regarder sans réagir. C'est une étrange sorte de liberté, la capacité de choisir le silence. Mais un message m'a accroché. C'était de David, juste une ligne. Maman, t'avances nous perdoa. Pas de colère dedans, pas de culpabilité non plus. Juste une note, une reconnaissance peut-être. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai ouvert mon carnet. Je l'avais acheté à Lisbonne, et n'y avait pas écrit un seul mot. Maintenant, j'ai commencé. Chose que je n'ai jamais dite à voix haute. Je n'étais pas toujours fatigué. J'en avais juste marre de ne pas être vu. Chaque fois que vous m'avez appelé démodé, j'ai avalé une phrase que j'aurais dû dire. Je me souviens encore de comment tu étais à 5 ans quand tu m'as donné une pierre trouvée dans la cour. Et là s'appelait précieuse. C'était la dernière fois que tu m'as donné quelque chose juste pour. Je manque d'être appelé par mon nom. Je n'ai pas pleuré, j'ai juste continué à écrire. Le matin, nous avons gravi l'Alhambra. Ce n'était pas facile. La colline était raide, et mes genoux me faisaient mal. Mais j'ai continué, pas pour prouver quoi que ce soit, juste pour le voir de mes propres yeux. Et le voilà. Arches et fontaines et sculptures, qui m'ont fait me demander combien de mains avaient travaillé cette pierre. Combien de personnes s'étaient tenues au même endroit en pensant. Voilà à quoi ressemble la beauté quand personne ne la presse. Rosalie a pris une photo de moi assise sur un banc, encadrée par la lumière et l'ombre. Tu ressembles à quelqu'un qui a retrouvé quelque chose d'important. A-t-elle dit? C'est vrai, ai-je dit, j'ai retrouvé que je n'étais jamais juste quelqu'un qui restait derrière. Cette nuit-là, de retour à l'auberge, j'ai trouvé un message vocal d'Amélie. Sa voix semblait tendue. Mamie, je pense que papa commence à réaliser que quelque chose a vraiment changé. Il a demandé si j'avais de tes nouvelles. J'ai dit, oui. Il avait l'air effrayé, comme s'il savait qu'il ne pouvait pas juste s'excuser avec des fleurs et faire comme si rien de tout ça n'était arrivé. Je lui ai dit, tu n'es pas en colère. Pour juste finir. J'espère que c'était correct. C'était plus que correct. C'était parfait. Ai-je répondu avec une photo que Rosalie avait prise ce matin-là. Moi debout au sommet de la colline, mains sur les hanches. L'Alhambra derrière moi. Mon visage calme. Pas de légende. Juste l'image. Elle a répondu avec un cœur. Et rien d'autre. Ce qui était exactement assez. J'ai fermé mon téléphone, me suis allongé sur le lit, et fixé le ventilateur de plafond tournant lentement au-dessus de moi. Demain, nous irons vers la côte.
Rosalie voulait revoir l'océan. J'ai dit oui, pas parce que j'avais besoin de la vue, mais parce que j'avais enfin l'espace pour vouloir quelque chose à nouveau. Nous avons pris le busto pour Cadix. Rosalie affirmait que l'air marin faisait des merveilles pour ses poumons et sa posture. Je pense qu'elle aimait juste comment le vent emmêlait ses cheveux, et la faisait se sentir difficile à contenir. Le trajet était long, les sièges rigides, mais ça m'était égal. J'ai regardé le paysage s'aplatir et s'élargir, les oliveraies se transformant en broussailles, puis en marais salants jusqu'à ce que la côte apparaisse, large et bleue et respirante. Nous avons trouvé une maison d'hôte près du vieux port. La chambre sentait le sel et le vieux bois. Depuis le balcon, nous pouvions voir des bateaux de pêche rentrer au crépuscule, les filets traînant comme des promesses fatiguées. Je suis resté là longtemps, une main reposant sur la rambarde, le vent tirant sur ma manche. Ce soir-là, nous avons marché sur la plage. C'était plus calme que prévu. Les vagues n'étaient pas dramatiques. Juste estables, persistantes. Rosalie a ramassé un morceau de verre de mer et l'a glissé dans sa poche. J'ai marché pieds nus, laissant l'eau froide mordiller mes orteils. Il y avait un couple à proximité, plus âgé que nous, se tenant la main comme des adolescents. Ils ne parlaient pas, juste marchaient ensemble, doigts enlacés comme la réponse à une question qu'ils n'avaient plus besoin de poser. Je me suis assise sur un rocher bas et regardé le soleil se dissoudre dans l'horizon. Quelque part derrière moi, Rosalie fredonnait à nouveau. La même mélodie que dans le train pour Grenade. Elle flottait dans le vent et se mêlait aux cris des mouettes. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je n'ai pas bougé, pas pendant longtemps, mais finalement je l'ai sorti. C'était encore David. S'il te plaît, laisse-nous juste entendre ta voix. J'ai fixé l'écran, puis j'ai ouvert l'application de mémo vocal et appuyé sur enregistrer. Je ne l'ai pas scénarisé. Je n'ai pas répété, j'ai juste parlé. David, je ne suis pas en colère, mais je suis changé. J'ai passé la plupart de ma vie à attendre d'être demandé, d'être nécessaire, d'être vu, et je l'étais, parfois, mais surtout j'étais l'arrière-plan de vos vies. Je ne dis pas ça pour vous faire sentir coupable, je le dis parce que c'est vrai. Je vous aime, je vous aimerai toujours, mais je ne reviens pas au rôle que vous m'avez donné. Si vous me voulez dans votre vie, ce ne sera pas comme un plan de secours ou une baby-sitter ou un nom sur le formulaire de contact d'urgence. Ce devra être comme une personne, une entière. J'espère que vous comprenez. Bonne nuit. J'ai appuyé sur envoyer. La mère a murmuré quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait traduire. Quand je suis revenu à la maison d'hôte, Rosalie lisait près de la lampe. Elle a levé les yeux. Tu l'as envoyé. J'ai hoché la tête. Elle a fermé son livre. Comment te sens-tu? Comme si j'avais enfin dit la chose que j'avalais depuis 20 ans. Elle a souri. Il était sacrément temps. Cette nuit-là, j'ai rêvé d'un couloir, sans fin, bordé de portes fermées. Je marchais lentement. Piatznos, mes doigts frôlant chaque poignée. Et une par une, les portes s'ouvraient derrière moi. Je n'ai pas regardé en arrière. Le matin, pas de réponse de David. Mais un autre message d'Amélie. Une photo, elle avait dessiné quelque chose. Moi sur la plage, écharpe autour du cou, cheveux soufflés sur le côté. La légende disait, elle ressemble à quelqu'un qui s'est souvenu qui elle était. J'ai fixé sa long temps. Puis je me suis tourné vers Rosalie. Allons danser ce soir. Elle a cligné des yeux. Danser. Oui. Tes genoux le permettent-ils? J'ai souri. Ils apprendront. Le bar n'était pas vraiment pour nous. Pas vraiment. Il pulsait d'une énergie trop jeune. Trop rapide. Trop sûr de sa propre nouveauté. Un entrepôt reconverti près des quais, plein de lumière tamisée, de basses fortes, et d'un brouillard de parfums, de sueur, et de quelque chose d'autre qui collait au mur comme une histoire réutilisée, mais nous y sommes allés quand même. Rosalie portait à nouveau ses boucles d'oreilles en argent, cheveux détachés, rouge à lèvres précis. J'ai porté l'écharpe jaune. Elle n'était plus enroulée autour de mon cou. Je l'ai nouée dans mes cheveux comme un ruban que j'avais gagné. Ma robe était simple, coton doux, vieille mais propre. Elle ne criait pas l'attention. Elle n'avait pas à le faire. Nous ne semblions pas à notre place. Mais d'un autre côté, appartenir ne m'avait jamais beaucoup servi. Nous avons trouvé une table près du fond. La musique n'était pas du flamenco,
C'était plus récent, syncopé avec un rythme qui s'infiltrait sous votre peau, et faisait bouger votre pied avant que vous ne le réalisiez. La piste était bondée. Keunes couples, touristes d'âge moyen. Quelques locaux qui dansaient, comme si le rythme leur devait un loyer. Rosalie sirotait son verre, et tapait du pied. Je regardais les danseurs. Comment ils bougeaient, comment ils riaient, comment certains rataient le rythme mais s'en fichaient. Un homme dans la soixantaine avec une moustache tordue et des chaussures usées faisait tournoyer une femme de mon âge, et ils souriaient tous deux comme des fous. Quelque chose en moi a bougé. Levi's, ai-je dit. Rosalie a levé les yeux. Oh! La basse, elle a cligné des yeux. Séoul. Oui. Je me suis levé, ajusté l'écharpe dans mes cheveux, et marché sur la piste. Je n'ai pas attendu de partenaire. Je n'ai pas attendu la permission. J'ai juste commencé à bouger. Au début, ça semblait étrange, comme emprunter le corps de quelqu'un d'autre. Mes membres raides, incertains, ma respiration superficielle. Mais le rythme m'a tiré en avant, et les années sont tombées comme de la poussière d'un vieux manteau. J'ai dansé, pas gracieusement, pas habilement, mais pleinement. Un jeune homme est passé, a souri, pas moqueusement, sincèrement. Il m'a offert une main, je l'ai prise un instant, tourné une fois, Ray, puis lâché. Je n'avais pas besoin de lui pour porter le rythme. J'avais le mien. Rosalie m'a rejointe après un moment. Nous avons dansé ensemble comme des écolières à une réunion. Maladroite, essoufflée, Joy uses. Nous sommes restés 2 heures, puis 3, quand nous sommes enfin revenus à la maison d'hôte, pieds nus et rouges. Nous nous sommes effondrés sur le lit, comme des adolescentes rentrant en cachette. C'était irresponsable, a dit Rosalie. Haletante. Yesais, j'ai adoré. Yesais. Nous sommes restés là en silence, reprenant notre souffle. Mes genoux me faisaient mal. Mon dos me détesterait demain. Mais ma poitrine semblait grande ouverte. Avant de m'endormir, j'ai vérifié mon téléphone. Toujours pas de réponse de David. Je n'étais pas déçu, car il y avait un autre message d'Amélie. Papa ne sait pas comment te répondre. Il continue de lire ton message. Il l'a imprimé. C'est sur la table de la cuisine. Il ne l'a pas touché de la journée. Maman pense que tu as perdu la tête. Je lui ai dit que peut-être tu l'as enfin trouvé. Tu me manques. Je suis fier de toi. Je ne pense pas l'avoir déjà dit, mais je le suis. J'ai fixé ces mots. Simples. Calmes. Réel. J'ai répondu. Tu me manques aussi. Dis à ton père qu'il n'a pas à répondre encore. Certaines vérités prennent du temps à atterrir. Ouah. Elle a répondu avec un seul emoji. Une petite ancre. Ça m'a fait rire. J'ai posé le téléphone et fixé le plafond. Les ventilateurs tournaient paresseusement, découpant l'air en tourlant. Prudence. J'ai pensé à la piste de danse. Au moment où j'ai lâché prise, comment je n'avais rien fait d'extraordinaire. Je n'avais pas escaladé une montagne, ou appris une nouvelle langue ou trouvé l'amour. Mais j'avais récupéré quelque chose. Mayoé. Et à 72 ans, ça semblait aussi radical que n'importe quoi. Je me suis endormi avec des pieds endoloris, des muscles fatigués, et un cœur qui semblait enfin m'appartenir à nouveau. Nous avons quitté Cadix à l'aube. Rosalie a dormi la plupart du trajet, la tête contre la fenêtre, bras croisés comme une femme qui a connu trop de trains pour se soucier du confort. Je n'ai pas dormi. J'ai regardé la lumière bouger sur les champs, regardé les villes passer. Des noms que je ne me rappellerai pas, des endroits où je ne retournerai jamais. Je n'étais pas agité, j'étais en préparation. Barcelone était notre dernière étape. Aucune de nous ne l'a dit à voix haute, mais nous savions. Nous avions vu assez de villes pour savoir quand un voyage ralentit, quand l'élan qui vous poussait en avant devient quelque chose de plus calme, de plus posé. Nous sommes arrivés juste après midi, et pris un taxi jusqu'à une rue calme près d'Elborn. L'hôtel était petit, la chambre simple, mais le lit était doux, et les fenêtres s'ouvraient grand. Nous avons déballé en silence. Plus tard, nous avons marché, pas loin, juste assez pour sentir la ville sous nos pieds. Je me souvenais qu'Amélie avait dit un jour, Barcelone semble avoir été construite par quelqu'un qui voulait peindre avec des bâtiments. Elle n'avait pas tort. L'œuvre de Gaudí jaillissait des coins comme une espièglerie dans la pierre, les couleurs étaient audacieuses. Les formes impossibles.
J'ai aimé ça plus que prévu. Nous avons dîné dans un petit café niché entre deux librairies. J'ai commandé du poisson. Rosalie de la soupe. Aucune de nous n'a fini son vin. La conversation était légère, éparpillée, comme une douce brise. Le temps, les horaires de train, les chaussures, mais en dessous, un courant différent. Je pense que nous ressentions toutes deux la faim avant qu'elle ne soit proche. Cette nuit-là, de retour à l'hôtel, je me suis assise sur le balcon avec un châle autour des épaules, et mon carnet sur les genoux. La liste était plus longue maintenant, chose que je n'ai jamais dite à voix haute. Page 3. Je pensais que si je donnais assez, il me garderait prêt. Mais l'amour acheté par le sacrifice est toujours loué. Je n'avais pas peur de vieillir. J'avais peur d'être écarté. Il m'a fallu 50 ans pour réaliser que le silence n'est pas toujours de la force, parfois c'est juste de la peur déguisée en patience. Je ne regrette pas la mère que j'étais, je regrette celle en qui j'ai disparu pour le devenir. J'ai fermé le carnet. Mon téléphone a vibré. Pas David, pas Amélie, ma belle-fille. Là. Le message était plus long que d'habitude. Hélène. Nous avons tous parlé. David ne sait plus comment t'atteindre. Il pense que tout ce qu'il dira sortira mal. Je lui ai dit que parfois écouter compte plus. Nous ne voulions pas t'exclure. Je sais que ça ne répare rien, mais c'est la vérité. Nous avons planifié le voyage en pensant que ce serait plus facile pour les enfants. Nous nous sommes dit que tu serais plus à l'aise à la maison. C'était un mensonge. Nous avions peur de ton âge. Pas à cause de tes limites, mais parce que ça nous rappelait les nôtres. Nous sommes désolés. Je suis désolé. Si tu décides de rentrer un jour. Nous aimerions recommencèrent, sans attente. Juste toi comme tu es. Je n'ai pas pleuré, mais je suis resté très immobile longtemps. Ce n'était pas une excuse qui effaçait quoi que ce soit. C'était simplement un début. Le lendemain matin, Rosalie m'a trouvé en train de faire mes bagages. Elle a haussé un sourcil. La maison, éventuellement, elle a hoché la tête. Tout est sourd. Oui. Elle a siroté son thé. Eh bien, il est temps que tu portes le dernier coup. Jairi. Ce n'était pas un coup, plus comme une porte ouverte. Rosalie est partie 2 jours plus tard. Nous nous sommes enlacés à la gare. Aucune de nous n'a dit « au revoir ». Juste « bientôt ». Cette nuit-là, seule dans la chambre, j'ai commandé un dernier verre de vin au bar en bas, et me suis assise près de la fenêtre. Mon écharpe était sur la table, mes chaussures près de la porte. Je ne me sentais pas finie, mais je me sentais pleine. Demain, j'achèterais un billet, pas pour la maison qu'il m'avait dit de surveiller, mais pour la vie que j'avais enfin choisi de retrouver à mes conditions. L'aéroport semblait moins un adieu, et plus une pause. Je ne laissais pas quelque chose derrière, je ramenais quelque chose, moi, peut être, ou ce qu'il en restait après des décennies d'attente dans le silence. Le vol était calme, je n'ai pas regardé de film. Yenai Paslo. Je suis juste restée assise avec le bourdonnement du moteur dans mes pensées, regardant la terre en bas rétrécir, s'aplatir, disparaître. Quand j'ai atterri, personne n'attendait. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit là. L'air était plus épais ici, le ciel plus atténué. Ça sentait l'herbe humide et les haies trop arrosées. Une sorte de familier oublié. J'ai pris son taxi. Le chauffeur était jeune, bavade. J'ai donné des réponses courtes, et regardé par la fenêtre. Les rues défilaient comme des souvenirs que je n'avais pas demandé à me rappeler. La boulangerie où j'emmenais Amélie. Le parc où David s'était cassé le bras en tombant des barres de singe. La pharmacie où Laure et moi avions, autrefois acheté du sirop contre la toux, et un test de grossesse côte à côte. Ce n'étaient pas de mauvais souvenirs. Ils étaient juste loin maintenant. Comme l'écriture de quelqu'un d'autre dans un vieux livre. Ma maison était exactement comme je l'avais laissée. Carole avait arrosé les plantes. Le porche était propre. La clé tournait facilement dans la serrure. À l'intérieur, tout retenait son souffle. J'ai marché de pièce en pièce touchant les choses. Le bord du canapé, le bol en céramique ébréché sur la table, la photo de Paul près de la cheminée. Rien n'avait bougé, mais tout avait changé. Je n'ai pas déballé tout de suite. J'ai fait du thé. Assise à la table de la cuisine avec la fenêtre ouverte, laissé le silence s'étirer. Mon téléphone a vibré. Un message d'Amélie. Es-tu à la maison? J'ai répondu. Oui.
10 minutes plus tard. Puis-je passer? Je n'ai pas hésité. Oui, la porte est ouverte. Elle est arrivée en 20 minutes. Pas de cérémonie, pas de discours, juste une longue étreinte silencieuse qui disait plus que nous ne pouvions. Elle s'est assise en face de moi, son sac à dos encore sur une épaule. Elle semblait plus âgée que quand j'étais parti. Pas par l'âge, par la compréhension. J'ai aimé ta liste. A-t-elle dit? J'ai cligné des yeux. Ma liste. Elle a souri. Tu as laissé ton carnet ouvert sur une des photos. Je l'ai lu. Enfin, une partie. Je ne me sentais pas exposée. Je me sentais vue. J'en fais une aussi. A-t-elle dit, fouillant dans son sac. Tu m'as inspiré. Elle m'a tendu un petit carnet à spirale. La première page disait, chose que je refuse d'hériter silencieusement. La croyance que les femmes dépassent le désir. L'idée que vieillir est un déclin. L'habitude de dire que je vais bien, quand je ne vais pas. Le silence qui vient après, qu'on vous dit que vous êtes trop. La honte transmise comme un meuble. J'ai tout lu, puis je l'ai regardé. Cette fille, femme, qui m'avait vu disparaître et revenir. Tu vas t'en sortir. Ai-je dit? Elle a hoché la tête. Parce que tu l'as fait. Ah. Nous avons parlé pendant des heures de l'école d'art, de son petit ami, de la façon dont sa mère parlait encore trop fort quand elle était nerveuse. À un moment, j'ai tendu la main vers la sienne. Tosaïs, ai-je dit? Ton père n'a pas encore appelé. Elle a baissé les yeux. Il a peur. De moi. De ce que tu es devenu, de ce qu'il n'a jamais laissé voir avant. Je n'ai pas répondu. La sonnette retenti. Amélie a levé les yeux. C'est eux. Je n'ai pas bougé. Je vais ouvrir. A-t-elle dit doucement. J'ai entendu la porte s'ouvrir. Des voix étouffées. Puis le silence. Puis David. Il est entré dans la cuisine comme si c'était un sol sacré, son visage fatigué, pluvieux. Il m'a regardé comme quelqu'un attendant la permission de parler. Je voulais venir seule, a-t-elle dit, mais Laure a insisté. Elle est apparue derrière lui. Sans maquillage, sans posture, juste réelle. Nous ne savons pas par où commencer. A-t-elle dit? Je me suis levée. Vous l'avez déjà fait. Ai-je répondu? Vous êtes venu. David a fait un pas en avant. Je ne voulais pas te perdre. Tu ne m'as pas perdu. Ai-je dit? Tu as juste cessé de me voir. Il a hoché la tête. Je suis désolé. Pas grandiose, pas poétique. Juste honnête. C'était assez. J'ai fait du thé. Ai-je dit? Il en reste dans la théière. Ils se sont assis. Pas comme des propriétaires de l'espace. Pas comme des gens demandant le pardon comme une faveur. Mais comme des gens qui réalisaient enfin que la place à la table n'était pas la leur par défaut. Elle devait être gagnée. Ils ne sont pas restés longtemps. 1 heure. Peu, être moins. Assez pour des gorgées de thé maladroite. Trop de pauses, et le travail silencieux de construire une nouvelle forme entre nous. Je n'ai pas précipité. Je n'ai pas lissé les parties rugueuses. Les ai laissés sentir le calme dans lequel j'avais vécu pendant des années. Les ai laissés s'y asseoir un moment. Laure parlait plus que David, comme toujours. Mais cette fois, il y avait moins de certitude dans sa voix, plus d'écoute entre ses phrases. Elle a posé des questions sur mon voyage, sur les lieux, la nourriture, les friends. Je lui ai donné des morceaux, pas le tout. Elle ne méritait pas le tout, pas encore. Quand ils sont partis, David s'est attardé à la porte. Puis a-t-il commencé, puis s'est arrêté. Veux-tu venir dîner un jour? Pas une grande réunion. Juste nous, toi et moi. Je n'ai pas dit oui, mais je n'ai pas dit non. Il semblait soulagé par cela. Après leur départ, la maison était à nouveau calme. Mais pas le même calme. Pas le genre fragile qui craque quand on respire trop fort. C'était un silence plus doux. Une pause avant qu'une nouvelle ligne commence. Cette nuit-là, je me suis assise sur le porche avec une couverture sur les genoux. Le carnet ouvert à nouveau. Je n'y avais pas ajouté à Barcelone. Je pense qu'une partie de moi savait que j'aurais besoin d'espace pour ça, pour le retour à la maison. Chose que je sais maintenant. Ai-je écrit en haut d'une nouvelle page. Les gens ne remarquent votre silence que quand ça leur coûte quelque chose. Partir n'est pas la même chose que fuir. On peut encore recommencer à 72 ans. Certaines portes n'ont pas besoin d'être claquées, juste fermées doucement mais fermement. Votre voix n'est pas partie. Elle attend que vous cessiez de demander la permission. J'ai marqué une pause, tapé le stylo contre le papier,
Puis ajouter. Le pardon n'est pas pour eux, c'est pour votre propre souffle. Yenzie. J'ai fermé le carnet, l'ai posé sur la table d'appoint, et respiré l'odeur du jasmin de nuit. Amélie est passée le lendemain après-midi, sans prévenir, sans raison, juste entrer, retirer ses chaussures, et s'est affalée sur le canapé comme quand elle était petite. J'ai pris une décision, a-t-elle dit. Oh, je postule pour le programme à Berlin. Je l'ai regardé. Ses yeux étaient nerveux. Moista bless. Je sais que c'est loin, a-t-elle dit, et maman panique déjà. Mais j'ai besoin de faire ça. J'ai besoin de partir. Je n'ai pas tiqué. Tu devrais. Ai-je dit? Elle a cligné des yeux. Vraiment. Ne tens pas la permission. Ai-je dit? Tu manqueres ta vie. Sa bouche s'est courbée en un sourire lent. Large. Je savais que tu comprendrais. Elle est restée des heures. Nous avons fait de la soupe, parlé de livres. Elle a demandé après Rosalie. Ris quand j'ai dit que nous avions dansé jusqu'à ce que nos jambes lâchent. Tu es un peu une légende. A-t-elle dit? Taquine. Non. Ai-je dit? Je suis juste enfin moi-même. Avant qu'elle ne parte, elle m'a tendu une petite enveloppe. À l'intérieur, un dessin, la même plage de Cadix, mais avec une nouvelle silhouette debout au bord de l'eau. Moi, bras ouverts, tête inclinée vers la mer. En basse, elle avait écrit. Elle n'est pas revenue la même, et c'était le but. J'ai levé les yeux. Elle a haussé les épaules. Je vais le faire encadrer. Après son départ, je l'ai placé à côté de la photo de Paul sur le manteau de la cheminée. Il aurait compris. Le lendemain matin, j'ai reçu une lettre. Vrai papier. Encre bleue. L'écriture de David. Elle disait: Maman, merci pour le thé, pour nous avoir laissé nous asseoir dans le silence. Je vois maintenant. Je n'attends pas d'être pardonné. Mais j'aimerais sair. Pas pour effacer quoi que ce soit, mais pour construire quelque chose de mieux. Si tu es prête. Oh. Pas de déclaration, pas de promesse. Juste un homme apprenant à parler différemment à la femme qui l'a élevé. J'ai plié la lettre. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Certains silences ne sont pas faits pour être remplis. Ils sont faits pour être honorés. Je ne suis pas allé dîner tout de suite. J'ai laissé l'invitation reposer. Les jours ont passé. Puis une semaine. J'ai arrosé mes propres plants. J'ai cuisiné pour moi. J'ai marché le matin. Pas parce que je punissais quelqu'un. Pas parce que je voulais qu'il s'inquiète. Mais parce que j'avais besoin de sentir la forme de ma vie sans eux dedans. Et c'était une bonne forme. Pas bruyant. Pas dramatique. Juste stable. Tine. Mienne. Rosalie m'a écrit une carte postale de Marseille. Il pense encore que je suis une veuve avec un héritage secret. A-t-elle griffonné? L'ASLS. Au dos. Un croquis de deux femmes, dansant dans un bar. L'une avec une écharpe jaune. Bras levés. J'ai ri en le voyant. L'ai encadré. L'ai mis près de la fenêtre de la cuisine. Puis son matin. J'ai appelé David. Dimanche. Ai-je dit? 17. J'apporterai le dessert. Il semblait surpris. Reconnaissant. Prudent. Comme il devrait. Quand je suis arrivé chez eux, Laure a ouvert la porte. Elle n'a pas souri trop vite. N'a pas tendu les bras pour une étreinte. Juste écarté et dit: Entre. J'ai traversé les pièces comme une invitée. Pas comme quelqu'un qui venait ici chaque semaine autrefois. Les murs avaient de nouveaux tableaux. Les meubles avaient été réarrangés. Même l'air semblait différent. Je n'étais pas blessé. Ils avaient continué à vivre. Moi aussi. Amélie était déjà à la table. Elle s'est levée et a embrassé ma joue. J'ai fait une salade, a-t-elle murmuré comme si c'était un secret partagé. Ne dis pas à maman si c'est mauvais. Amen. J'ai pris ma place. Le dîner était correct. C'est bon. Un peu guindé. David posait des questions. Laure offrait des secondes portions. Amélie faisait des blagues. Je répondais simplement. J'écoutais plus que je ne parlais. Je regardais la façon dont David me jetait des regards, comme quelqu'un vérifiant les fissures dans un mur. Vers la fin, il s'est éclairci la gorge. Yeah, oi. Oi. J'ai lu ton carnet. J'ai levé les yeux vers lui. Quel carnet? Celui sur le comptoir dans la photo. Amélie me l'a montré. J'ai haussé un sourcil. Elle te l'a montré? Elle a dit que c'était important. J'ai vu ce que tu ne disais pas. Ça lui ressemblait. Il a hésité. Puis ajouté: ça a fait mal.
Bien, ai-je dit. Il a levé les yeux. Surprise. Bien. Ai-je répété. Parce que ça signifie que tu m'as enfin entendu. Il a hoché la tête lentement. Je t'ai entendu. Laure s'est éclairci la gorge. Nous avons beaucoup parlé des choses. Et nous voulons faire mieux. Je ne suis pas ici pour des promesses. Ai-je dit. Je suis ici pour voir si vous apprenez. Ils ont tous deux hoché la tête. Il a sorti les desserts. Une tarte au citron. Pas trop sucrée. Juste assez vive pour réveiller la bouche. Nous avons mangé en silence un moment. Puis Amélie a dit. Je veux lire quelque chose. Elle a sorti une page pliée de sa poche. Sa propre liste maintenant. Sa voix tremblait un peu. Chose que je veux me rappeler. Ma grand-mère m'a appris que disparaître silencieusement est une lente sorte de mort. Que rester douce n'est pas la même chose que rester silencieuse. Que les femmes ne doivent pas leur énergie au confort des autres. Qu'aimer quelqu'un ne signifie pas devenir petite pour eux. Qu'il est acceptable de dépasser sa place à la table. Et d'en exiger une nouvelle. J'ai cligné des yeux forts. Personne n'a parlé pendant longtemps. Finalement, Laure s'est levée. Elle a commencé à débarrasser les assiettes. David a aidé. Amélie a versé plus de thé. Et je me suis adossé. Mains reposant sur mes genoux. Regardant le silence se déployer. Pas le genre inconfortable. Mais le genre mérité. Celui qu'on partage quand les gens apprennent enfin à se tenir honnêtement les uns les autres. Quand je suis parti, David m'a accompagné à la porte. Il a hésité avant de parler. Je sais que ça prendra du temps. A-t-elle dit. J'ai du temps. Ai-je répondu. Puis j'ai fouillé dans mon sac, sorti une fine enveloppe, et la lui étendue. Qu'est-ce que c'est? Une copie des billets. Ceux que j'ai annulés, il l'a fixé. Je les ai gardés. Ai-je dit? Passe par rançonné. Par vérité, pour qu'on n'oublie pas comme il était facile de m'effacer. Il n'a pas ouvert l'enveloppe, juste hoché la tête, et l'a glissée dans sa poche. Nous ne nous sommes pas enlacés, mais nous nous sommes tenus proches, comme des gens qui pourraient un jour se comprendre sans avoir besoin d'expliquer chaque bleu. À la maison, je me suis déshabillé lentement, retiré mes boucles d'oreilles, plié mon écharpe. Je me suis tenu devant le miroir, étudiant mon visage. Plus vieux, oui, mais pas fatigué. Plus sage, mais pas froid. Il y avait des rides là qui n'étaient pas là avant le voyage. Mais ce n'étaient pas des fissures. C'étaient des chemins, des racines que j'avais reprises vers moi-même. Avant de me coucher, j'ai écrit une dernière page. Choses pour lesquelles je ne m'excuse plus. Vouloir de l'espace, vouloir plus, dire non, partir discrètement, revenir plus fort. Et en bas, en petite écriture,